avec un S à sport. Logos FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à sport, et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux et surtout une très bonne santé. Et ce soir, on a l'immense privilège de recevoir le champion de France sur route 2021 de cyclisme professionnel, monsieur Rémi Cavagna. Salut Rémi, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Oui, ça va plutôt bien. Froidement, mais ça va. C'est vrai qu'il fait pas chaud, hein, mais ça c'est l'Auvergne. Hein. Oui, c'est les risques, hein, mais non, ça va passer, ça va augmenter vite là. On fait pas de vélo par ce temps-ci ? Il n'y a pas le choix, je pars bientôt, mais voici ce matin c'était 5 heures de vélo, donc 150 km par moins 6 en moyenne, donc... Ouais, c'est pas mal quand même, 150 km. Hein. Faut pas être frileux. Moins 6, c'était pas le dénivelé, Fabrice. C'est ce que t'as fait en voiture. Ouais, non, oulala. Non, pas aujourd'hui. Donc les chroniqueurs ce soir, c'est Antoine Lafont qui est ravi d'être à côté de Rémi Cavagna parce que je sais que t'es un mordu de vélo. Très content. Salut Antoine, ça va ? Ça va et toi, Fabrice ? Ah nickel. Hein. Ah, je suis heureux comme un enfant là. Oui, je vois ça. Hein. Je vois ça. Hein. Et puis Maxime qui garde le sourire. Alors Maxime, comme c'est filmé aussi, a mis la casquette couleur Racing qui a pris 62 points à Bordeaux. Et puis comme il est supporter de l'Olympique de Marseille, perdre contre Nantes à la maison, ça fait quand même désordre, non Maxime ? Salut Fabrice, meilleurs vœux à tout le monde. Écoute, week-end, on va plutôt parler de l'ASM et du Clermont Foot, hein, Fabrice. Ah, ils ont gagné, ouais. Ouais, c'est ça. En Auvergne, on a passé un bon week-end. L'ASM n'est plus en construction parce qu'ils gagnent à l'extérieur maintenant, dis donc. Toi, tout le monde n'ira pas gagner bonifié à Sapiac. Hein. Ouais. Attention. T'es jamais content de toute façon. Non, c'est vrai que moi je suis jamais content. Moi, il faudrait que un éternel insatisfait, Fabrice. Il faudrait que l'ASM mette 60 points à Toulouse et là, je serais content, tu vois. C'est le jour. Bon, revenons à Rémi parce que Rémi, c'est notre invité. Le cyclisme est le sport le plus difficile avec la boxe, d'après beaucoup de spécialistes. Donc, Rémi, déjà, on est super content de te recevoir. Et puis, quels sont tes projets là pour 2026 ? Merci de me recevoir dans ce petit studio. Non, mais mes projets, on va dire que je m'entraîne difficilement et sous le froid en ce moment, donc c'est vrai que c'est pas facile, quoi. C'est pas la période la plus facile. J'étais en Espagne, on va dire 2 semaines avant les fêtes, et bon, il y a eu 20 degrés, donc c'est plus plaisant. Et c'est vrai que là, après les fêtes, j'ai voulu rester un petit peu en famille et bien sûr, il faut s'entraîner quand même, pas trop manger. Et voilà, je pars le 11 là, donc dans pas longtemps en Australie, je pars pour 3 semaines. D'accord. Pour la première course de la saison, c'est le Tour Down Under, c'est la première course du calendrier World Tour, donc la rentrée des classes. C'est la rentrée des classes pour tout coureur, voilà, là-bas, donc il y aura une différence de température aussi puisqu'il fait plus de 30 degrés, donc c'est vrai que. Qu'est-ce que tu appelles pas trop manger ? Non, mais pas trop manger, on va dire que là c'est la période un peu plus lisse, souple pour moi jusqu'au mois de janvier, c'est-à-dire on pèse pas toutes les assiettes, mais bon, on essaie là c'est un peu plus souple, mais après on essaie de reprendre les bonnes. Et tu fais du vélo tous les jours ? Ouais, une fois par semaine j'ai un jour de repos quand même, mais ouais, tous les jours. Souvent c'est des blocs de 4 jours d'entraînement, donc 4 jours d'entraînement, un jour de repos ou 1 heure de vélo, parce que des fois le repos c'est 1 heure de vélo aussi, et puis voilà, ça marche comme ça, quoi. Dernière question, après je laisserai la place à mes amis. Et par exemple, si tu fais pas de vélo pendant 2 ou 3 jours, tu le sens ? Tu perds un peu ? Ça se sent ou pas ? À ton niveau, non, peut-être pas 2-3 jours, non. C'est à partir de 4-5 jours qu'on commence à ressentir les effets du repos, justement. Mais on revient vite quand même. C'est quoi ? C'est plus dur au niveau du souffle ou plus dur dans les jambes ? Dans les jambes, au niveau du cœur aussi. C'est 4 jours, généralement 4 jours. Ouais. D'accord. Antoine ? Je voulais te demander tes objectifs pour la saison 2026. Ils sont déjà fixés ou ça peut venir au fur et à mesure de la saison ? Ouais, ça va venir au fur et à mesure de la saison. Après, j'ai un peu mon calendrier. En gros, je sais les courses que je vais participer. Mais bon, le but, c'est d'être en forme vite, tôt dans la saison aussi, pour se mettre en confiance. L'année dernière, c'était une année un peu de reconstruction pour moi. Et cette année, du coup, j'ai vraiment envie de performer. Et donc, ça va être important chaque course. Et déjà en Australie, ça sera important, même si on sait que c'est toujours particulier, la première course de la saison, en plus en Australie, dans un climat différent. Donc on verra, mais en tout cas, je serai prêt. Il y a un contre-la-montre là-bas en plus. Ouais, c'est 2,6 km, donc je parie que tu y penses quand même. Ouais, ça aura pas le temps de. Ça va faire mal, mais pas trop longtemps. C'est une distance que tu peux tenir, Fabrice. Oui. 2,6 km ? Ouais. Ah, facile, ouais. Avec ma Ford Focus, je pense que je peux y arriver. Maxime ? Ouais, Rémi, moi je voulais savoir comment le TGV de Clermont était arrivé au vélo, tout simplement.
Ouais, ça c'est pas une bonne question, mais c'est vrai que ça fait. J'en fais depuis un moment du vélo. C'est vraiment avec. Vraiment, mon grand-père suivait beaucoup le Tour de France, forcément. Et... Souvent, on apprend le vélo avec papy. Non, Souvent, c'est ça. Et moi mais alors, on n'a pas la même carrière, mais tu vois, comment est-ce qu'on, après, avec papy, on passe du vélo à roulette à faire 150 bornes par moins 6 C'est ça, c'est de la construction. Après, je sais que voilà, tout de suite, j'ai aimé le vélo. Après, c'était pas les plus belles années du vélo. On va pas en revenir là, mais voilà, j'ai pris Ouais, j'ai aimé ça et forcément après j'ai voulu essayer. J'ai fait un peu de VTT, beaucoup de VTT. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un lycée sport-études à Vire-le-Jeu du temps où ça existait au lycée. Et j'ai fait 3 années dans le sport-études cyclisme et c'est là où j'ai vraiment appris les bases de tout. Okay. Et c'est ça qui m'a permis aussi le début de tout. Vire-le-Jeu, c'est plat, mais en plus ça te correspondait, donc c'est pour ça que tu as choisi d'être rouleur. Ouais, je me souviens. Je partais souvent dans la Limane, par Rion, Saint-Beauzire, Enza, tous ces coins là-bas et je connais par cœur. Je savais pas que tu étais à Vire-le-Jeu, parce que moi je suis de Rion. Donc, ah oui. Si, mes grands-parents étaient de Moza, donc forcément. J'étais à l'internat aussi là-bas un petit peu à Vire-le-Jeu. Mais ouais, c'est ces 3 belles années qui ont permis de donner goût et de prendre plaisir à faire du vélo. Quoi. Est-ce que ce surnom te plaît, le TGV de Clermont ? Il me plaît quand tout fonctionne, quoi. Quand ça roule. Des fois, quand il y a des passages, des mois, des années un peu difficiles, c'est vrai que c'est un peu... pas frustrant, mais je me sens un peu plus gêné. C'est vrai que quand t'écrabouilles les pédales et quand t'es fort, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que il y a des moments plus ou moins importants pour ça. Ouais. C'est un surnom qui t'oblige justement à performer, en fait, non ? Ouais, normalement en TV ça va plutôt vite, normalement. On sait pas ici, on l'a pas. On l'a pas, donc c'est pour ça que t'es la seule référence pour nous. C'est pour ça que ça vient de ça. Non, c'est mon coéquipier Driss de Venance à l'époque chez Quickstep, qui est à la retraite maintenant, mais qui m'avait dit: Rémi, comment t'es venu à cette course en Belgique et tout. Je fais c'est compliqué, chez moi il y a pas de TGV, on galère, il y a un avion, mais bon, ça arrive pas toujours. En retard, ça arrive, mais et voilà, mais si, il y a un TGV, c'est toi. Voilà, ça s'était pas fait comme ça. Ça vient de lui, du coup. Donc ça vient de lui, et puis après, ça s'est tellement vite répandu en un an, et maintenant, c'est partout sur le podium. Au Tour de France 2020, je crois qu'il y avait une pancarte, j'avais vu dans le col de Cessa où c'était écrit pas besoin de TGV à Clermont, on a Rémi Cavagna. J'étais passé en échappée, en plus j'avais tout mis pour être dans l'échappée avec mon collègue Julien Lafilippe. Ça arrive au Puy-Marie d'ailleurs, et je me souviens déjà en haut du col de Cessa, alors qu'on avait fait à peine 1000 mètres de dénivelé. Ça tirait là. On était déjà à fond, je dis mais l'arrivée c'est pas là-haut, il y a encore des moments d'école à passer. Donc, question qui est un peu liée à ça, comment est-ce qu'on t'a décidé de devenir un rouleur ? Comment les cyclistes deviennent grimpeurs, punchers, etc. Ça se décide pas, ça, Max. Ouais, ça se décide pas parce que je pense qu'il y a de la morphologie qui parle. On va dire que quand tu t'es plutôt maigre, forcément t'es meilleur en montée. Quand t'es plus un gros gabarit entre guillemets comme moi, t'es plus rouleur. Les grosses cuisses, on va dire les sprinters, mais c'est pas toujours juste. Et puis après, on s'entraîne dans ces registres qu'on aime et ses qualités. Et moi, j'ai travaillé beaucoup mes qualités de coureur cycliste pour vraiment essayer d'atteindre le meilleur niveau là-dedans, oui. Parce qu'il y a le cas aussi Laurent Jalabert. Ouais. Moi, je me souviens que Laurent Jalabert était plutôt un bon sprinter à une époque. Et puis après, il est devenu meilleur grimpeur du Tour de France. Donc, il y a toujours des coureurs comme ça. C'est l'exception qui ou actuellement, Wout van Aert aussi, qui a été il y a quelques années aussi équipier de luxe pour Jonas Vingegaard chez Jumbo. Dans une étape, je me souviens que Vingegaard a gagné en haut de... C'était où ? C'était dans les Pyrénées. Hautacam, oui. Il avait fait un travail... il avait attendu son coéquipier, il avait roulé, fait de la chez Pogacar, donc... Voilà, je pense que c'était une des exceptions aussi. Ouais, et puis un Mark Cavendish, par exemple, qui est tout petit. On a des sprinters qui sont beaucoup plus grands. Donc, en soi, la taille compte aussi, mais il y a aussi quand même des profils qui sont assez différents. Ils ont peut-être des grosses cuisses, mais la taille... Généralement, c'est les coureurs, justement, les rouleurs ont plus de facilité à devenir, entre guillemets, grimpeur qu'un grimpeur roulé, quoi. Parce qu'un rouleur, ça peut quand même s'affûter, tu peux maigrir un peu, perdre du poids, travailler l'école, et justement tu as cette cette condition que tu as dans le contre-la-montre à maintenir des rythmes très élevés longtemps, et ça c'est un peu ce qu'on a dans l'école, donc c'est un peu compatible, c'est pour ça. Un de tes anciens coéquipiers, Remco, qui grimpe très bien. Oui, Remco aussi, ou dans le passé Bradley Wiggins aussi, qui avait gagné le Tour aussi, comme ça, qui était rouleur et qui était devenu grimpeur aussi, donc ou Froome aussi, qui était je pense à l'époque aussi. En contre-la-montre, là, tu as atteint combien de kilomètres/heure maximum ? L'entraînement, j'ai fait 116 avec mon père, parce que des fois je travaille derrière scooter pour justement 116 km/h. On a fait dans la descente de la Potée, col de Potée, Billon, 116, direction Billon.
Mais j'ai remis les mains. Quand j'ai vu le compteur, j'ai tout de suite. Bon, j'irai pas prendre le com Strava là. C'est sûr qu'il faut tenir le guidon à 116. Le vélo est pas fait pour aussi, donc forcément il y a des vibrations et tu peux prendre un trou. C'est tellement rigide qu'il suffit de prendre un trou pour. J'espère que tu as demandé à ton frère d'enlever le radar, non? Ouais, celui-là, moi j'en ai fait flasher quelques-uns, ça m'arrive des fois. Mais oui, mais là il y en a. C'est dommage. Non, celui-là il a 70. Tu as d'immatriculation derrière. Celui-là j'essaie de le faire, mais il faut avoir le vent dans le dos quand même parce qu'il est en plat. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie bien évidemment de Rémi Cavagna, champion de France sur route professionnelle 2021. Antoine Lafont qui est aux anges comme un petit enfant, et puis Maxime Sécalo qui aussi, Fabrice. Qui est aussi comme un petit enfant, je sais bien. Bon, un petit peu plus déçu de la prestation de l'Olympique de Marseille, mais autrement il est toujours comme un petit enfant. Mais Antoine n'aime pas le foot, donc on peut pas lui en vouloir. Si, oui, c'est vrai. C'est pas mon sport préféré, c'est pas pareil. Il n'aime pas le Clermont Foot, c'est différent. Non, pardon. Je suis déçu de leur prestation. Il y a de quoi. Pour une fois qu'il marque 4 buts, oui, c'est pour ça qu'il fait froid comme ça d'ailleurs. On y reviendra tout à l'heure. Rémi, je veux avoir ton avis sur Tadej Pogačar, parce que Pogačar semble intouchable. On en parle assez souvent avec Antoine et Maxime. Qu'est-ce qui peut le faire perdre une course quand lui il a décidé de faire une course et de la gagner? Qu'est-ce qui peut lui faire perdre cette course-là? Un clou, une crevaison. Ouais, et encore. Parce que Paris-Roubaix, si à Paris-Roubaix, par exemple, non, mais c'est Van Der Poel qui est devant. Hein. Non, mais je veux dire, l'année dernière, pour moi, il n'y a que 2 courses qui perdent vraiment, c'est San Remo et Roubaix. Ouais, mais s'il ne tombe pas, est-ce qu'il ne gagne pas à Paris-Roubaix? Je pense Rémi, à ton avis? Il le bat au sprint. Mais... Ouais, je pense qu'il le bat au sprint, mais après, il y a des. Ouais, parce qu'il a des lacunes techniques sur ça, parce qu'il en a jamais fait. C'est son premier Paris-Roubaix, c'est pour ça. S'il revient l'année prochaine, il sera. Il va encore gagner mieux. cette année-là. Et il est déjà en train de s'entraîner. Il sera là pour gagner, oui. Après, Roubaix, c'est une course particulière. C'est une course particulière. Si on crève une fois, déjà, ça peut tout ruiner. L'année dernière, Pedersen crève. Je pense que s'il crève, il arrive avec Van Der Poel, par exemple. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis pas dans ses jambes, mais. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, c'est Paris-Roubaix, c'est pour ça que c'est une course spéciale. Moi, je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. T'as pas aimé? Parce que souvent les rouleurs, parce que j'arrivais dans le premier secteur pavé, il y a eu des chutes, bim, j'ai jamais vu la tête de course. Parce que souvent les rouleurs comme toi, c'est généralement, la caractéristique, mais bon, faut être placé. Il y a tellement de tension avant les. Faut prendre l'échappée, des fois, ça peut aller au bout. C'est pour ça, ouais. C'est des rares monuments où ça peut aller au bout. Faut pas que ça soit mouillé aussi, les pavés. Un Roubaix, ça au palmarès, ça fait. C'est vraiment l'enfer comme ils le disent. Ouais, c'est l'enfer. Après, moi, je l'ai fait, j'ai de la chance. La veille, on a fait la reconnaissance. Premier secteur pavé, j'arrive dedans. On a un coureur qui est tombé 3 fois dans le premier secteur. Donc, déjà, ça faisait vraiment peur parce que c'était vraiment pas mouillé, mais c'était gras avec de la boue, de la terre glaise et c'est comme de l'huile, quoi. Et les pavés sont toujours. C'est pas plat, c'est un peu en dévers. Il suffit de rouler. Il faut rouler au milieu parce que si tu roules un petit peu sur le côté, tu tombes. On se rend pas compte quand on regarde à la télé, mais c'est super technique. Est-ce que c'est la course la plus aléatoire du circuit en soi? Pour moi, oui. Oui, avec toutes les. Ouais, Paris-Roubaix, c'est vraiment la course un peu. Parce qu'en soi, tu peux être incroyable et malheureusement. Ah oui, tu peux être super, le meilleur et tu crèves 5 fois, ça arrive, où tu casses la chaîne, où t'as personne pour te dépanner et t'es cuit. Donc ça veut dire que même Paris-Roubaix, comme là, sur 2 courses, Antoine. À San Remo aussi, je sais que quand il part à 100 km et qu'il gagne la course, est-ce que Paris-Roubaix il peut le faire, ça, de dire allez, à 100 bornes je pars et je gagne? Moins, parce que c'est du plat, il y a plus de contrôle des équipes, il y a plus de vitesse. Je pense pas sur 100 km sur un Paris-Roubaix, c'est pas possible. Ou alors, si tu crèves, t'as besoin de peut-être tes équipiers pour te remonter. Oui, aussi, ça joue. Mais après, il y a des mecs comme Nils, il a des coéquipiers qui sont forts sur cette classique aussi. Ouais, qui l'accompagneront jusqu'au bout, mais après il y a Van Der Poel aussi, tout ça, il y a quand même des coureurs qui sont supérieurs à lui, je pense, techniquement déjà. Et sur le sprint, s'ils arrivent ensemble, pour moi, après ça dépend après 6 heures de course aussi. Mais... Quel est le coureur le meilleur de tous les temps? De tous les temps. Actuellement, je pense que c'est Merckx, bien sûr, mais Pogačar qui, à ce niveau, si jeune comme ça, s'il fait 5-6 ans de plus, il y aura plus de doute, je pense. Donc, et Merckx et Pogačar n'avaient pas la même machine, quand même. Oui, mais c'est pas comparable, on peut pas comparer les époques. Il y a plein de choses, les vélos, le matériel. Il peut gagner encore 2-3 Tours de France? Pour moi, oui, comme il est parti. Il a 27 ans, Fabrice. Ouais. Il peut en gagner 4 ou 5 d'ailleurs. Ouais, après, il faut voir ce qui arrive derrière. Les après, jeunes aussi. Ça va tellement vite. Moi, je me rappelle Bernal, quand il gagne en 2019, tout le monde dit putain, il va gagner 10 d'affilée. Après, il a eu une grave chute, mais aujourd'hui, s'il fait top 10, ça serait déjà beau. Donc, je me rappelle du Tour de Bernal, il avait été impressionnant et puis il a pas confirmé derrière. Enfin bon, c'était un tour assez triste pour les Français. Mais passé pas loin. Comme vous dites, c'est ce qui peut l'arrêter. Je pense que on n'est pas à l'abri d'une vilaine chute, des blessures. Puis apparemment, c'est tellement dur le cyclisme pour être au niveau à 100% tout le temps. Donc on verra. Et puis apparemment, il va arrêter sa carrière à 30 ans.
Pogacar ? Ouais. Ah oui, c'est vrai, il a dit ça. Il a fait le tour de la question. Il se mettra au triathlon après. Juste avant de te laisser la parole, Max, qu'est-ce que tu penses de Paul Sexas ? Il a vraiment un bel avenir ? Oui, comme j'écoutais un podcast déjà de vous, du coup, vous en parliez. Et oui, forcément, c'est un jeune prometteur, un top 10 au Dauphiné. Voilà, à son âge, c'est super. On peut pas comparer. Il est si jeune comme ça, et comme je dis, et comme vous le dites si bien, c'est qu'il faut arrêter d'en parler, je pense, et mettre cette pression qu'on adore en France. Ouais, la pression sur les jeunes coureurs. C'est vrai, hein. Non mais c'est vrai. Ouais, bien sûr. On l'a fait tellement de fois, et faut le laisser grandir. Faut pas lui mettre la pression, et faut le faire découvrir les plus belles courses, et on verra. Mais sur les tennisman, etc. On avait la meilleure génération du monde. Gasquet, mon fils et compagnie. Ils n'ont pas gagné un grand chelem, quoi. En tout cas, je l'ai vu courir, et c'est vrai qu'il est assez complet. En contre-la-montre, il est très bon. En montagne, il est très bon. Et c'est un très bon coureur. Et je pense que il va être à suivre. Mais ça va être le successeur de Bernard Hinault. Faut pas. Ça, c'est la phrase qu'il faut. Je pense qu'il a le potentiel après avoir. Ouais. Mais c'est long, quand même, le dernier tour gagné par un Français. Ah, mais ça s'est internationalisé aussi. Oui. Non, puis d'autant plus cette année, comme Pauline Ferrand-Prévot a succédé à Jenny Longo, il y a eu tout ça, hein, donc ça y est, la femme a succédé à la femme, l'homme, qui va succéder à l'homme, quoi, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut attendre un petit peu quand même. C'est ça. Il y a un peu de monde au portillon qui se bouscule. Peut-être 2-3 ans quand même. C'est ça. Oui. Il y a d'autres étrangers aussi qui arrivent. Oui, il n'y a pas que lui. De son âge, de son belge, tout ça. Non. Tu nous as dit tout à l'heure que tu allais faire le Giro, je crois. Ouais, j'aimerais bien. C'est pas sûr à 100%, mais ce serait mon objectif. Ouais, ça serait mon objectif de retourner au Tour d'Italie. Ouais. Tu vas gagner 2-3 étapes au Giro, non ? Peut-être pas 2-3, une, ça serait bien. Moi, je reste sur une deuxième place à Milan en 2021, où j'étais tombé dans le contre-la-montre. Dans le dernier virage, j'avais fait deuxième à 10 secondes. Donc, j'étais un peu déçu, mais ouais, cette année, en plus, il y a un contre-la-montre de 40 km, donc ça va être une belle revanche pour moi. Ça. Ouais, 35-40, c'est une belle distance. Et puis le Tour d'Italie, c'est plus ouvert que le Tour de France. Tour de France, comme on disait, tout est cadenassé, toutes les équipes comme UAE, tout ça, contrôlent tout. Voilà, l'échappée a très peu de marge d'avance, et généralement, c'est très rare que l'échappée arrive au bout, alors que sur un Tour d'Italie, c'est plus ouvert, et ça peut plus facilement le faire pour un coureur comme moi, qui aime les échappées, baroudeur. Et donc ouais, ça sera une belle chose. En plus, les conditions météorologiques sont pas super sur le Tour d'Italie, c'est des conditions plutôt froides, donc moi j'adore ça, donc ça me convient mieux. Est-ce que, après je te laisse la parole, Maxime, est-ce que ces oreillettes là, ça tue pas un peu ce manque de spontanéité, parce que des fois on a l'impression qu'il y a certains coureurs qui ont les jambes, et puis dans l'oreillette on dit non, vas-y pas, attends, moi ça c'est un truc Moi aussi, j'ai jamais compris ça. Après, quand je suis champion de France en 2021, il n'y a pas d'oreillettes sur la course, et je me souviens que, d'ailleurs, ça se sait pas, mais mon DS avait dit... il y avait Julien Alaphilippe qui était ressorti derrière moi quand j'étais dans l'échappée, et il était à 1 minute derrière, et mon DS avait passé la consigne aux assistants que je me relève, en fait, qu'il fallait que j'attende que je me relève à 2 tours de l'arrivée pour l'attendre et essayer de le ramener, tu vois. Et au final, j'avais pas entendu parce qu'il y avait tellement de brouhaha et tout, et au final, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'avais gagné la course, mais voilà, il y aurait eu des oreillettes, je me serais arrêté, quoi. J'aurais jamais gagné, donc des choses comme ça. Ouais, c'est pour ça, c'est des choses comme ça qui peuvent faire, mais je pense qu'en plus c'est dangereux. Il y a tellement de pression, les coureurs sont stressés, et ça va tellement de vitesse. Avant chaque secteur un peu technique, il faut être placé. Le DS le rappelle à chaque fois, et tout le monde a les mêmes consignes, tout le monde a les mêmes infos, et c'est un bordel. On l'a déjà vu des fois sur quelques épisodes où t'en as qui arrachent l'oreillette. Oui, ça m'arrivait aussi des fois quand il y avait trop de. C'est ça. À un moment donné. Ça ne concerne pas aussi, peut-être aussi des fois. Et donc, des fois ça concerne moins. Ou les gars, faut être te placer là. Mais on le sait, on a vu le briefing, et c'est vrai que ils veulent faire au mieux aussi, mais ça crée du stress et des chutes, c'est sûr. Quelle joie pour moi d'écouter Rémi Cavagna parler des oreillettes, parce que alors moi ça c'est un truc que je comprends pas, quoi. Un coureur qui a les jambes, qui est obligé de presque ralentir. Ça arrive souvent, ça, des équipiers qui sont au-dessus du leader ou des choses comme ça. C'est incroyable, ça. C'est pour ça, mais il y a un briefing pour moi, il faut que ça reste comme ça. Il y a moins d'instinct, c'est vrai. Aussi, je sais pas ce que tu penses, mais des datas, tout ce qui est watts et tout. Avant, ça n'existait pas tout ça. Aujourd'hui, tout est millimétré. C'est le problème du vélo actuel, c'est que la technologie, tout a pris le dessus, et les capteurs de puissance, les jeunes, ils sont plus capables de s'entraîner sans compteur. Maintenant, dans l'équipe, alors que déjà moi, ça arrivait, mais maintenant, il faut les watts, quel watt, quelle zone, le cœur, à quelle fréquence cardiaque. Il n'y a plus d'instinct, quoi. Il n'y a plus ça disparaît, il n'y a plus grand chose, c'est sûr. C'est dommage. C'est dommage. Ça permet aussi d'atteindre un niveau supérieur, parce que tout est c'est vrai qu'en défense, sans bloquer, tu peux faire cette puissance là. Mais même au niveau amateur, même à bas échelon, j'ai l'impression que tout le monde parle de watts, c'est un truc de fou, quoi. On est là juste pour nous pour se faire plaisir, quoi.
Non, mais en fait, on est en train de fabriquer des robots quoi, sur un vélo. Puis avec l'intelligence artificielle, ça va être pire. Tout va être. Ah bah là, ouais, c'est pire. C'est sûr. Non, mais après, on peut le transposer à tout sport. Excuse-moi, Rémi, mais quand tu regardes le football maintenant, c'est que les stats, que les centres, les passes, les buts. Oui, mais au foot, t'as quand même l'instinct quand tu joues. T'es pas en train de regarder, t'es BP. Oui, non, je suis d'accord, mais tu vois, t'as un mec qui va peut-être sur une fin de saison, il va essayer peut-être d'aller croquer pour être meilleur buteur, alors que, enfin, tu vois, pour avoir. Je pense que le pire, c'est la course à pied au niveau de. Ouais. Tout est vraiment. Et je trouve que la data, malheureusement, dans tout sport, ça gâche un peu le plaisir. Après, c'est l'évolution. Il y a un plus quand même à l'entraînement. Je veux dire, ça, c'est le capteur de puissance pour avoir les puissances, les watts, c'est hyper important. Et moi, je l'utilise quasiment tous les jours. Des zones d'entraînement pour justement travailler bien dans les bonnes zones et pour pouvoir progresser sur mes zones que j'ai besoin de travailler. Et ça, c'est primordial. Et je pense que ça, c'est un plus, c'est sûr. Mais par contre, c'est vrai que trop, c'est trop, quoi. Je trouve le juste milieu. De retour sur le Goss FM, toujours en compagnie de Rémi Cavagna, Antoine Lafont et Maxime Sécalo. Alors Antoine, parce que je sais que tu en connais un rayon. Et on parle pas du rayon micro-ondes. On parle pas du rayon micro-ondes. Sans jeu de mots. Les watts, explique un peu à nos auditeurs qui sont novices ou même ceux qui font beaucoup de vélo, la différence de watts entre un amateur et un professionnel. Après, c'est une palette extrêmement large. Mais par exemple, je demandais à Rémi combien de watts il pouvait tenir sur 20 minutes. Oui, on comparait. Moi, c'était plus sur un test 20 minutes. Quand je suis en forme en pleine saison, c'est vers les 480. Voilà. 480 watts. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça va par le gabarit des coureurs. C'est beaucoup. Ouais. Voilà. Honnêtement, si c'est toi qui le dis, je te crois. Ça me fait rêver. Qui c'est qui fait le plus de watts là, dans les pros? Mais justement, ça dépend des watts purs. Les watts purs, plus t'es gros, entre guillemets, plus tu produis de watts. Et un coureur comme Paul Jacquard, c'est pas celui qui produit le plus de watts, mais peut-être plus de watts kilos. C'est les watts rapportés au poids. Et c'est ce qui permet de... Voilà, moi, si je fais 500 watts, lui, il en fait 400, et ben il ira peut-être plus vite que moi parce que par rapport à son poids, son rapport sera plus. Le développement sera pas pareil. Le développement sera pas pareil. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe et ça veut tout et rien dire le watt pur comme ça. Mais c'est complexe et technique. Oui. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Au-dessus de 400, c'est costaud. À mes yeux. Ça dépend des durées aussi parce qu'il y a des puissances au sprint, il y a des puissances 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes, 30 secondes. C'est un peu les références. 5 minutes. 5 minutes, c'est le test un peu PMA, puissance maximale. Aérobie, ça c'est le test pour avoir une valeur de soi et ça permet de travailler grâce à cette zone, tes zones inférieures et tes zones supérieures aussi. Donc c'est des tests qu'on fait en pré-saison, en stage pour pouvoir justement, grâce à l'aide de ces chiffres, ces numéros, de pouvoir travailler au pourcentage de ces zones. Maxime, on parlait des watts, est-ce que Wout van Aert, c'est bien. C'est pour toi, favori, celui-là. Non, mais comme c'est la nouvelle année, c'est pas. Savoir si la rue Le Pic, par exemple, quand il dépasse Pogačar, là, pour le coup, au niveau Watt, forcément, Watt, il était déjà bien supérieur. C'est sûr parce qu'il fait quasiment 78 kilos, donc forcément, c'est assez lourd par rapport à Pogačar. Donc c'est sûr que là, il a été impressionnant. Mais sur des efforts comme ça, c'est pas étonnant. C'est des efforts un peu de puncher. Il vient du cyclocross, de crossman, et c'est des efforts, on le voit quand Van Der Poel, des fois, il se dresse sur les pédales. C'est impressionnant. C'est pour ça. C'est impressionnant. Le cyclocross, on en parle un peu ou non, pas du tout? C'est pas un truc qui te branche? Moi, je suis un petit peu, mais t'as fait du VTT, moi, j'ai fait un peu de VTT, mais je me suis mis à la route parce que justement, j'étais nul en VTT. C'est vrai. Et du coup, il y avait trop de cailloux, trop de techniques. Du coup, j'ai voulu faire. Et après, j'ai fait un peu de cyclocross aussi quand j'étais jeune, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Ça reste du vélo, mais c'est pas du tout le même sport. Ouais, c'est pas pareil, quoi. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas du vrai vélo. Beaucoup de technique aussi. Il y a une culture quand même en Belgique, tout ça. C'est beaucoup de technique. Mais Van Der Poel, il est impressionnant aussi. Moi, j'allume ma télé, je vois ça, j'éteins parce que je sais qu'il va gagner, donc c'est pas rigolo. Puis lui sous la neige avec 3 mètres de sable, franchement, il n'y a pas de. Oui, il est tellement technique, c'est là où en fait il est. C'est un équilibriste physiquement, sur le vélo. Mais techniquement, il est 3 étapes au-dessus des autres, et c'est ça qui lui permet vraiment d'être au-dessus, quoi. Ouais. Est-ce qu'à la base, par exemple, un jeune, donc toi tu as démarré jeune, est-ce qu'il y a des qualités naturelles quand même pour faire du vélo, ou on peut être vraiment pas trop en forme physique, je sais pas moi, à l'âge de 12-13 ans, on monte sur un vélo, on pédale, ça avance pas trop, et puis d'un coup il y a un déclic, ou il y a vraiment des qualités naturelles dès le premier âge? Ouais, je pense que c'est une super question. Moi je pense qu'il y a un peu des deux, et il y a vraiment... il y a des personnes qui peuvent progresser linéairement avec un entraînement difficile, mais je pense qu'au fond de soi, quand même, on doit avoir quelque chose, des qualités forcément... et la morphologie. La morphologie, puis son passé, de ce qu'on a fait, peut-être les parents aussi, une question de génétique, je sais pas exactement, mais moi j'y crois, et
Et ouais, je pense que moi, quand j'ai commencé, j'avais fait du sport, je fais beaucoup de courses à pied, j'étais entraîné, j'avais un entraînement régulier 2-3 fois par semaine quand même, donc c'est ridicule par rapport à ce que je fais maintenant, mais quand on est jeune comme ça, c'est déjà, voilà, il n'y avait pas beaucoup de mon âge qui faisaient ça. Je parle pour moi, après d'autres coureurs, j'ai vu des coureurs aussi qui ont progressé énormément. Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose aussi. Il y a une prédisposition. Ouais, tu regardes Mathieu, je pense que Mathieu Bastaro, Fabrice, sur un vélo, tu vois, plus compliqué quoi. Ouais. Il y avait une émission, on était monté sur un vélo. Il l'a fait, avec Adrien Petit. Ouais. Ou tu vois, Wembanyama, je pense qu'il était fait pour le basket. J'avais vu une photo de Teddy Riner aussi, qui montait sur un vélo renforcé, qui montait l'espigoulier. Je vais peut-être le lâcher. Ça doit être difficile pour eux, non ? Parce qu'il fait 140 kilos, lui. C'est impressionnant. C'est impressionnant pour le vélo déjà, mais... J'aimerais pas être à la place des tubeless, Fabrice. Marc, ça devrait être un sacré rouleur, lui. Hein. Si vraiment il s'entraîne, Teddy Riner... En descente. En descente. La vallée de Roya, la vallée de Roya. Il a les mêmes cuisses que Florian Rousseau. Hein, il n'a pas besoin du scooter, je pense. Je voulais poser une question à Rémi. Ça serait quoi ta victoire de rêve ? Ce serait plus une étape du Tour ou un monument champion du monde. Champion du monde. Ouais, vraiment porter le maillot arc-en-ciel, c'est vraiment pour moi la référence dans le cyclisme, c'est vrai. Mais c'est tellement difficile. Et puis après, forcément, une étape du Tour aussi, c'est quand même dans un palmarès. Et un monument, non ? C'est le mieux. Un monument aussi, Tour défendre. Tour défendre ou une étape du Tour ? Tu préfères Tour défendre quand même, parce que c'est vraiment le monument du cyclisme. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, juste avant, est-ce que par exemple, cette course de championnat du monde, est-ce que tu peux la viser, t'entraîner vraiment pour et te dire je veux être champion du monde quoi. C'est très difficile parce que moi j'ai 30 ans, je suis dans mes belles années, mais forcément il y a des jeunes derrière qui poussent, le niveau est tellement élevé que notamment contre le monde, quand j'étais les années où j'étais vraiment le mieux, 2021, 2020, 2021, j'étais dans les meilleurs mondiaux vraiment, et j'étais pas très loin, mais voilà, ça se joue surtout à des détails, et c'est vrai que ça se joue des fois, ça se perd. J'en ai perdu en 2021, j'ai perdu 3 ou 4 contre la montre World Tour à moins de 5 secondes. Donc ça se joue à rien quoi. Je me souviens à Paris-Nice, c'était à 0,6 dixième, j'ai loupé le maillot jaune, c'était en 2021. C'était Bisseguer qui avait gagné, et du coup ça se joue à rien, c'est vrai. Pour ça c'est la question du détail. Ouais, c'est fou. Et ça va de plus en plus vite. Ouais. Les moyennes avant, on n'arrivait pas à 50 km/h. 50 km/h c'était Tony Martin à l'époque qui arrivait à 50 km/h, Cancellara, et maintenant on dépasse les 55, on se rapproche des 60 km/h. Ouais. Donc il y a toute une évolution au niveau des braquets, voilà, maintenant on roule avec des 64, 66 dents devant, c'est énorme, alors qu'à l'époque on mettait pas 66, avant on mettait pas 56, 56 c'était déjà... la taille des derrière, maintenant, c'est 56 c'était... Ils ont monté le plateau de Joshua Tarling. Oui, il avait un 64 ou 68. Moi je suis content, j'amène mon 52-10. Mais même les féminines, elles ont... j'étais choqué, j'ai fait le championnat d'Europe par équipe, et justement elles avaient le même plateau que moi quoi. Donc elles avaient 60 dents. Donc, Lucie voulait peut-être limiter, je pense que ça serait pour les chutes, etc. aussi. Ouais, je pense, mais après on peut quand même aller vite avec d'autres braquets, mais là ça devient des mesures quand même. Je trouve les braquets, les galettes, là ça fait des assiettes. Et c'est surtout, c'est la technologie justifie parce que c'est un meilleur alignement de chaîne, un meilleur rendement. Mais ouais, où c'est qu'on va s'arrêter quoi. Oui, vas-y Maxime, tu voulais poser une question. Ouais, moi je voulais savoir, tu parles de vélo, tu dors vélo, tu manges vélo, tu dis que quand tu t'arrêtes... Faut pas manger de vélo par contre. Non, c'est ça. Bon, en carbone c'est léger, Marc, pour la digestion. Lourd, Quand tu t'arrêtes 4-5 jours, t'as du mal à reprendre. Comment tu fais pour déconnecter ? Est-ce que ça t'arrive des fois de couper et de te dire tu coupes totalement Généralement, donc du coup, pour répondre à ta question, généralement on a 2-3 phases dans la saison où on peut couper 4-5 jours. Après un grand tour, après le Tour de France, où on va récupérer sur une semaine. Mais pas plus, sauf la période hivernale, c'est la coupure. C'est après la fin de saison. C'est là où on coupe généralement entre 3 semaines et un mois et une semaine. Et là, vraiment, c'est zéro sport quoi. Là, j'ai coupé cette année un mois sans vélo. Où je suis parti en vacances. Même home trainer, sport, tu montes rien, pas sur... Rien, ou alors une petite marche une fois, mais rien. Okay. Le but, c'est vraiment de faire des choses que j'aime, différentes, parce que je mange vélo, je vois vélo, j'ai envie de faire d'autres choses, quoi. Et donc, c'est vraiment la période pour se ressourcer, faire d'autres choses, des choses qu'on n'a pas le temps de faire en pleine saison, quoi. Est-ce que tu bois un petit cacao et tu trempes des madeleines dedans quand t'es comme ça ou pas ? Plus en fin de saison, j'ai plus tendance à acheter de la brioche, des choses un peu plus caloriques. C'est bien, Rémi, forcément, pour même si j'en fais un peu dans la saison. Ta franchise t'honore. Oui, c'est bien. Mais je suis un bon vivant, je suis un Auvergnat aussi. La frangipane l'honore. Parce qu'il adore la galette. La galette, c'est un des péchés mignons. Ouais, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est moi ce que je veux dire par là, c'est que tu restes un être humain, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent que les sportifs de haut niveau sont
des robots qui mangent presque rien, qui boivent que de l'eau, qui mangent pas de sucre, qui se couchent à 20h, ils se lèvent à 5h. Enfin, il y a certaines choses qui sont justes, mais le cyclisme a vachement évolué. Et comme je disais, les apports en nutriments sur le vélo, par exemple, avant on disait qu'il fallait manger même hors vélo le moins possible. Et maintenant, c'est des portions, c'est hyper calorique, c'est beaucoup de sucre qu'il faut ingérer. Est-ce que tu as du mal des fois à ingérer j'ai eu des problèmes, ouais. J'ai eu des diarrhées, des soucis comme ça à l'époque, parce qu'il m'a fallu une année pour assimiler, parce qu'en plus je suis à l'ancienne aussi, moi je suis comme quelqu'un qui part avec des bidons d'eau, je mangeais une barre sur une sortie de 5 heures, à l'ancienne, mais sauf que maintenant les électrolytes et les machins. Ah mais non, mais ça je regardais pas, et maintenant vraiment faut surdoser tout, et c'est vrai que il m'a fallu du temps, il a fallu à l'entraînement que j'achète les produits de l'équipe, les gels, les barres, et adapter mon corps à faire des sorties de 5 heures avec des 90, 120, 150 grammes de glucides par heure. Ça équivaut à 5-6 gels par heure, donc c'est super sucré, c'est super. Et tu peux pas faire ça le jour de la course parce que tu peux justement déclencher des problèmes gastriques ou des choses comme ça. Donc voilà, en termes de performance, c'est ce qui fait la différence aussi en fin de course, je pense. C'est ces apports glucidiques aussi. Mais on n'a pas aussi de retour sur le futur et dans 10-15 ans, qu'est-ce que ça peut provoquer aussi, c'est ça aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut justement être raisonnable et faire les choses naturellement. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Rémi Cavagna, de Antoine Lafont et de Maxime Sécalo. Rémi, je voulais te poser une question sur la logistique, sur par exemple quand tu vas faire le Giro, là ça se passe comment pour toi? Déjà avant d'arriver sur place, et puis après ton quotidien. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que les bus des équipes là, sont... Il paraît 5 étoiles, super sophistiqué. Est-ce que c'est vrai? Et puis, est-ce que les kinés, compagnie, tout ça, est-ce que tu te sens vraiment bien? Oui, pas forcément, c'est obligatoire, mais c'est vrai qu'on arrive généralement 3-4 jours avant, par exemple sur un Tour de France ou le Tour d'Italie, on arrive 3-4 jours avant. C'est pareil, de toute façon, sur les 3 grands tours, c'est plus ou moins pareil. On arrive quelques jours avant, ça permet de reconnaître aussi, de s'installer à l'hôtel, de reconnaître une ou deux étapes, souvent qui sont à proximité de l'hôtel. Et puis, juste, je te coupe, Rémi. Oui. La reconnaissance, tu l'as fait quand même en amont, bien avant, ou c'est juste avant là? Moi, généralement, si la course c'est vendredi, on y va le mardi ou mercredi. Des fois, on a une sortie de 2h30, 3h, et là, on fait le final. Pas la course entière, mais on fait le final, les 30-40 derniers kilomètres, de façon à avoir un aperçu. C'est même filmé des fois par une GoPro, par la voiture suiveuse, pour pouvoir justement... une arrivée un peu technique ou importante, et généralement c'est ce qu'on fait. Ou quand il y a un contre-la-montre par équipe, généralement on essaie de faire une journée où on travaille quand même ensemble pour pouvoir pas arriver dans l'inconnu le jour et s'être entraîné avec un ordre précis pour pouvoir savoir dans quelle roue je roule, avec qui, comment, quel relais, combien de temps et tout. Enfin, tout est calculé. Et puis après, on arrive un peu avant. De toute façon, on a des soins, on a des kinés, des ostéos sur place pour justement... pour le massage, des petits problèmes de dos, des problèmes des chutes qui ont persisté avec des douleurs, des choses comme ça. Et ça, t'as vu les changements, toi, j'imagine. Est-ce que de team en team aussi, t'en as fait pas mal, les ostéos, c'est plutôt tous au moins les mêmes. Ils ont toujours un peu les mêmes techniques, les mêmes contrôles, les mêmes petits checks. Mais après, il y a des différences entre les sponsors, parce qu'on a certaines équipes qui sont équipées justement pour le sommeil, certaines marques de matelas qui, justement, là, il y a une grosse logistique. Et sur un grand tour, on a nos matelas pour la plupart des équipes, 90% je dirais, qui ont leur matelas. Et donc, il y a une logistique autour de ça pour que chaque soir, de chaque hôtel, on ait nos matelas attribués selon nos morphologies, notre... C'est combien de personnes Il doit y avoir 3-4 personnes qui s'occupent de ça le soir pour mettre les matelas, les oreillers aussi qui sont adaptés au cou, à la personne, à la tête, et tout est fait pour le confort. Et le lendemain, le matin tôt, ils récupèrent, après, dès qu'on se réveille, entre le réveil et le petit déjeuner, ils viennent, ils récupèrent le matelas, ils mettent tout dans le camion, et direction le prochain hôtel, et puis c'est comme ça pendant 3 semaines. C'est à quelle heure le réveil? Le réveil, ça dépend des étapes, mais généralement sur le Tour d'Espagne, les Espagnols mangent plus tard, vivent plus tard, donc forcément c'est tout décalé, on a le temps de dormir. Mais sur un Tour de France ou un Tour d'Italie, des fois c'est 7-8 heures, ou un peu avant, ça arrive, pour essayer justement avoir cette règle de la digestion de 3 heures, 3h30 avant l'étape. Il faut manger. Et est-ce que ça, du coup, tu as vu cette différence quand même, toi qui as connu peut-être des teams Nicolas Roux, par exemple, des teams en dessous, et quand tu as le matelas, et même après on parle du vélo, tu as la selle 3D moulée à ta morphologie, des choses comme ça, ça change vraiment. Alors, c'est une différence entre professionnalisme et amateur qui est énorme, les budgets sont pas énormes. Une équipe amateur, c'est entre 200 et 1 million d'euros, et une équipe professionnelle, c'est entre 15 et 20 millions, voire des grandes équipes, c'est plus de 50 millions, donc il n'y a pas
Il n'y a pas de comparaison, et puis tout est... les budgets... Parce que tu vois, sur un sport comme par exemple le football, les crampons, entre guillemets, restent les mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre, et ça a toujours été comme ça. Et le problème, c'est pour ça qu'il y a des grandes différences entre les grandes équipes aussi. Le matériel, les stages, on ne fait pas les mêmes stages, la longueur, la prise en charge, le confort dans les avions, voyager en économie ou en business, des petites choses comme ça qui permettent de faire la différence à la fin, et ça compte. Et parce que partir en Australie en business ou en éco, c'est pas pareil. Oui, tout à fait. Non, on vit pas la même chose, c'est sûr. Donc c'est pour ça, c'est des petits détails. Mais bon, après, il faut pédaler. Mais ça aide forcément, et à la fin, ça compte, quoi. C'est ça. Ouais. Une question, s'il me vient, puis après je laisserai la place à Antoine. Souvent, des fois, il y a des coureurs qui disent à l'arrivée d'une étape, ce matin, quand je me suis levé, j'étais pas bien, j'avais pas les jambes, mais bon, j'ai quand même couru. On est dans quel état d'esprit quand on se lève le matin et qu'on n'a pas les jambes ? Ça doit être horrible. C'est horrible. Surtout sur une course d'un jour. Une course d'un jour, c'est comme ça, mais sur un grand tour, ça pardonne pas, quoi. Moi, j'ai déjà fait des nuits blanches. Hein. Vraiment, j'ai vu... Des nuits blanches ? Minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, pas dormir. Pourquoi ? L'insomnie, énervé comme ça, de la course, tout ça. T'es pas chez toi aussi. D'accord. T'es pas chez toi, t'es pas bien, ça arrive des fois. Le stress aussi qui peut énervé jouer. Un peu, énervé, et du coup ça m'arrivait rarement. Mais bon, généralement je dis une nuit ça va, mais deux, je pense que c'est pas possible, quoi. Donc s'il y a une nuit ça peut passer, mais ça dépend quand elle est placée. Si c'est avant une étape de montagne terrible, là ça peut faire mal. Et une question perso, s'il y a 2 heures, après je te laisse la parole, Antoine. S'il y a 2 heures du matin, tu n'arrives pas à dormir, est-ce que tu peux envoyer un texto à un proche ? Le docteur généralement de l'équipe qui est là. Moi je le fais pas trop parce que je suis pas quelqu'un qui dérange trop les gens, même si c'est son travail. Au final je pourrais aller le voir, voilà. Mais on est meilleur quand on est sur les nerfs normalement. Ouais. Non, mais des fois j'étais bien, ça m'arrivait des fois de ne pas bien dormir, et par contre c'est difficile le matin, on a la gueule de bois au petit déjeuner, faut aller prendre le bus, c'est très difficile sur un grand tour. Puis on te demande des photos, faut que tu souris. Et puis on demande et tout, c'est compliqué, quoi, alors que t'as pas bien dormi, personne ne sait, mais c'est compliqué, quoi. Est-ce que les gens sont chiants d'ailleurs ? C'est un mot un petit peu brutal, mais pour les selfies, pour les autographes, les choses comme ça, est-ce que des fois t'en as pas un peu marre de ça ? Ça m'est arrivé un petit peu. Après j'essaie vraiment, je suis quelqu'un plutôt gentil, je dirais, et j'essaie de faire plaisir à tout le monde, quoi, les petits, tout ça. Mais ça m'est rarement arrivé de renvoyer quelqu'un ou... C'est vrai que c'est compliqué des fois à la fin. Voilà, on a vécu une déception, on est fatigué des choses, des fois on te saute dessus. Ça m'est arrivé un bidon, ça c'est le plus difficile quand on réclame des bidons comme ça. On entend toute la journée du kilomètre 0 au kilomètre 200, un bidon. Et tu te jettes comme ça dans la figure des gens un peu ou... Non, pas du tout, mais des fois c'est un peu, je comprends, mais c'est un peu difficile quand même, c'est un peu lourd. Moi, une paire de roues, c'est tout, ça me suffit. Le vélo, des lunettes, on me dit des fois. Ton vélo. Les vélos, ils coûtent combien la gamme est large, mais les vélos de haut de gamme maintenant, c'est entre 10 et 16 000 euros. 18 000 euros. Quand même. Ouais. Vélo de contre-la-montre, là, le nouveau qu'on a, c'est environ 23-24 000 euros, là, le dernier. Ils ont incroyable. Développé, Il est beau, le nouveau vélo, là. Ouais, mais là, ils ont développé un nouveau vélo, notre marque qu'ils ont travaillé vraiment soufflerie en aérodynamisme et tout, ils ont acheté tous les vélos de tout le peloton World Tour et tout testé à configuration pareil, à la même configuration avec les bidons remplis, tout ça, pour voir ou améliorer, créer quelque chose similaire et voire plus rapide que voilà. C'est la marque du vélo de Pantani, quand même. Hein. Ouais, c'est pas si italien, donc ça date. Pantani, malheureusement, qui a mal terminé, mais c'était un sacré coureur. Hein. Quand on le voyait monter l'Alpe d'Huez, t'aurais dit un scooter, une mobilette. Il fallait freiner dans les virages. Monter. C'est fou, ça. Hein. Ouais, ça, c'est incroyable. Qui peut faire ça aujourd'hui ? Je sais pas. Qui freine comme ça. Bon, je sais pas, les meilleurs grimpeurs, Pogacar, je pense qu'ils ne doivent pas être loin, hein, des fois. Ouais, des fois, ils freinent. Ouais, c'est impressionnant. Dans le Poggio, alors après, Poggio, c'est pas les. Dans le Galibier aussi, hein. En haut du Galibier, il y a 2 ans où il freinait dans le dernier virage. Dans le Poggio, à un moment, ils freinent avec Van Der Poel, je crois qu'ils ont failli se prendre le mur. Ouais. Bon, après, c'est du 4-5%, mais. Ouais. T'arrives à 40 quand même. Vous avez vu ce que tu t'es mis avant, surtout. Oui, puis c'est une course de 300 bornes. Oui, voilà. Ouais. Donc. C'est pas la plus difficile, je l'ai vu, mais bon. Parce que t'as 250 km, 200 km, pas de stress, et par contre, les 75 derniers kilomètres, c'est à fond pour se placer en bas de la Cipressa, et puis là, il faut être dans les 10, sinon c'est cuit. Quelle est la course la plus difficile ? Est-ce que tu as vécu un moment de désarroi, où tu as fait, je sais pas moi, une hypo ou un truc comme ça ? Ça m'arrivait beaucoup, des fringales, tout ça. Une fringale, ouais. Fringale, ça m'arrivait, j'ai plus de course en tête, mais ouais, il y a des courses, des moments où... Qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là ? Où on va, quoi, quand il reste 60 km et tout seul dans la Pampa, c'est compliqué, quoi. Même cette année, j'ai fait le Tour de Pologne, j'étais malade à l'avant-dernière étape. Dès le kilomètre 6, je suis lâché.
J'ai 2-3 sprinters, je dois avoir Felia Viviani, des coureurs, des sprinters, mais bon, normalement ils sont bien lâchés avant moi, et puis là c'était des montées, donc c'était compliqué, j'étais lâché, et j'ai dit mais je vais jamais y arriver, et du coup mon DS m'a dit d'arrêter puisque j'étais malade, j'avais chopé le Covid, donc ouais, il fallait pas insister, puis en plus j'avais le Tour d'Espagne une semaine après, mais là on se dit oula, là on est parti dans quoi, donc c'est vrai que c'est une lutte mentale, le vélo aussi c'est physique, mais c'est une grande partie mentale et c'est dur quoi. Ouais. Et l'aspect mental chez toi, c'est fort, c'est moyen ça dépend des moments, il y a des moments en confiance, c'est fort, mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai des moments où je doute, ou quand ça va pas, des choses comme ça, où je remets un peu tout en question, et c'est ces moments-là où il faut être fort. Et voilà, je dis que mon grand-père m'a toujours dit que le travail paie, donc ça veut dire que si papy l'a dit, donc forcément j'ai toujours cette citation en tête, et donc c'est pour ça que je m'entraîne dur, et je crois en meilleur pour moi, et je m'entraîne vraiment pour réussir et pour faire le mieux que je peux. Ouais, c'est top ça, et tu viendras sur le Goss FM avec ton maillot de champion du monde la prochaine fois. Ça serait bien, ouais. Maxime, Antoine, une question ? Bah écoute, moi Rémi, je voulais savoir sur le côté, tu parlais du Giro et du Tour d'Espagne. Est-ce que du coup, le Tour de France, là où tu as fait un peu l'impasse, tu as envie d'y retourner ? Est-ce que c'est... On disait que c'est peut-être beaucoup de pression aussi, donc pas forcément à s'exprimer comme tu le veux. C'est vraiment le Tour de France, c'est pas la plus belle course, mais c'est vraiment la course la plus médiatisée, c'est the race to do, c'est la course à faire, mais quand tu es dedans, c'est tellement dur parce qu'il y a tellement de pression, il y a tellement de niveaux, il y a tellement de... Tous les jours, ça roule à fond, que c'est compliqué. Et de plus en plus maintenant, c'est moins en moins ouvert, comme je disais, tout est contrôlé, l'échappée à plus qu'une 2 minutes 30, c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est un peu frustrant, c'est vrai que c'est compliqué, donc ça fait rêver quand t'es jeune, forcément le Tour de France, mais plus je grandis, et franchement j'ai une vision un peu plus large, et voilà. Plus une classique une classique, mais même peu importe, parce qu'il n'y a plus de petites courses maintenant dans le cyclisme professionnel, il n'y a plus de petites courses à gagner, parce qu'il y a tellement de niveaux, donc moi peu importe où je gagne, je veux gagner des courses, et ça c'est le plus important, que ce soit sur le Tour de France évidemment, mais voilà, peu importe. De retour sur le Goss FM, et on joue un peu la prolongation, c'est une émission sportive, donc voilà, on a un hôte 5 étoiles, un hôte de luxe, Rémi Cavagna et Antoine Lafont et Maxime Sécalo sont toujours présents, ils ne sont pas partis. On va parler rapidement de l'ASM Clermont-Auvergne qui n'est plus en reconstruction, parce qu'ils viennent de gagner à Montauban, la grande équipe de Montauban. Antoine, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette victoire à l'extérieur ? Il fallait prendre les 5 points, chose faite. C'est une réponse de Normand, ça, non ? Non, mais bon, t'es jamais content de toute façon. Donc, non, c'est vrai, moi... Il n'y a pas de rugby en Normandie, Fabrice. Au niveau comptable, on n'est pas trop mal, en vrai. Si, Rouen, ils ont une belle équipe. Ouais, au niveau comptable, on est pas mal, ouais. Après, voilà, c'est sûr que le match n'était pas top de notre part non plus. Hein. Montauban, c'est faible, mais bon, il y a d'autres équipes. Non, mais il fallait gagner, c'est sûr. Tout le monde n'est pas allé prendre les 5 points, donc... Non, mais c'est clair. Non. Maxime ? Et puis on a bien vu aussi, pour parler des résultats du week-end, avec Perpignan qui gagne chez lui contre Toulouse. Ouais. Ça fait passer notre défaite, je trouve, à un rang un peu en dessous. Je m'en doutais qu'il allait me dire ça. J'ai pensé. Il a raison. Mais non, mais c'est l'équipe D de Toulouse. Mais ça veut rien dire, Fabrice. C'est l'équipe D. Ça veut rien dire. Ça prouve que justement Perpignan est capable de gagner à domicile, et que justement on ne sera pas les seuls, en tout cas, à avoir perdu à Mégéral. Tu vois. Si Toulouse est au complet, ça fait 50 à... Mais si on n'était pas au complet, Fabrice. Mais avec des si, je ne vais pas finir ma phrase parce que je suis poli, mais... On coupe des planches. Non, mais écoute, c'est très resserré, pour finir rapidement, mais c'est très resserré entre, je crois, la 11e et la 3e ou 4e place. Il y a 4 points d'écart, donc en fait, honnêtement, là, tout peut être encore jouable. Hein. Après, bon, si c'est la phase finale pour... Enfin, bref. Oui. Enfin bref, est-ce que le Brennus va revenir place de Jode ? Est-ce que Rémi, très rapidement, est-ce que l'ASM, tu suis de loin quand même un peu ? Moi, je suis de loin, j'ai suivi les belles années, vraiment les belles années, un petit peu moins, on va dire, avec le sport que je fais. Ça patine plus en ce moment, l'ASM. Ça glisse, oui. Alors, le Clermont Foot, je pensais que ça allait neiger, moi, mais le Clermont Foot a quand même marqué 4 buts. Il neige fin de semaine. Hein. Ouais. Bon, ok, d'accord. C'est bon, alors, on sait d'où ça vient. 4 joueurs issus du centre de formation quand même qui ont marqué, ça il faut le souligner. Honnêtement, Fabrice, pour une fois qu'il y a du positif au Clermont Foot, faut pas exagérer. C'était un des plus beaux matchs et un des plus aboutis de la saison. Alors, on jouait Laval qui est mal en point, le Grand Laval. Mais je pense qu'il y a quelques mois de ça, c'est un match qu'on aurait pu perdre chez nous parce qu'on a pu perdre contre des adversaires directs, etc. Donc là, c'était un match abouti, des buts construits. Pas des buts qui sont arrivés de façon aléatoire ou même des contre son camp. Donc écoute, franchement là un match très plaisant à regarder
qui nous permet de nous maintenir dans le ventre mou de la Ligue 2, qui est, je pense, plus ou moins notre place aujourd'hui, et il faut s'en satisfaire. Bon, génial. On va revenir sur Rémi, c'est quand même plus intéressant que le Clermont Foot. Non, je plaisante. Non, On aime bien nos deux clubs. Hein. Ouais, toi, je sais que tu es passionné par le Clermont Foot, Antoine. Pas trop. J'en souhaite que du bonheur quand même. Mais Rémi Cavagna, c'est quand même plus intéressant. Bon, Rémi, alors combien de victoires t'as dit là? Donc 1 ou 2 étapes sur le Giro, là, tu vas en Australie, tu vas gagner. Non, mais un titre de champion de France du contre-la-montre. Ouais, ça c'est jouable. Oui, ça évidemment, je l'ai déjà eu 2 fois, mais bon, une 3e fois, je ne serais pas contre. Hein. Après, bon, je veux gagner des courses aussi que j'ai pas gagné déjà, et gagner quoi. Gagner peu importe où, et ça c'est le plus important. Oui. Il y a combien de temps que tu es à haut niveau? Professionnel depuis 2017, donc ça date. Je suis arrivé chez Quick-Step à l'époque où il y avait Tom Boonen, des coureurs comme ça, donc j'ai vraiment fait. Ça date maintenant, déjà ça passe tellement vite, mais voilà. Tu es toujours autant motivé? Ouais, c'est ça aussi, c'est ça aussi qui peut-être pourra faire arrêter un jour, c'est vraiment être plus motivé de s'entraîner comme ça quand il fait -10. Aller rouler 150 km, voire plus dans le froid tout seul, c'est pas facile. Et je pense que quand on n'a plus le moral, plus l'envie, forcément là, faut dire stop, quoi. Donc c'est pas une question d'âge, en fait, pour toi, ce sera une question de motivation. Ouais, je pense que ça sera une question de motivation. Tant que ça peut durer, tant que mes capacités physiques me permettent de ça, et tant que j'apporte à l'équipe, parce que ça c'est important aussi, que j'apporte mon potentiel à l'équipe en tant qu'équipier et apporter des choses, ça va durer, quoi. Mais le cyclisme a changé maintenant, et les jeunes sont de plus en plus professionnels tôt. Donc forcément, on n'a pas de recul un peu, mais je pense que les jeunes arrêteront, les carrières iront plus aussi tard qu'à l'époque où les anciens arrêtaient à 38-39 ans. Maintenant, ça sera peut-être les jeunes plus vers les 30-31 ans, comme on disait, comme avec Paul Jacquard qui voulait déjà arrêter à 30 ans. Quoi. Parce qu'ils sont déjà professionnels. Dès leurs 18 ans, ils sont déjà professionnels, ils font des stages en altitude, ils font des stages de 3 semaines, enfin, ils font attention à tout. Donc ça, c'est ce que je faisais pas avant quand j'étais jeune. Donc voilà, je pense que je suis une des dernières générations à peut-être aller sur le tard, quoi. D'accord. On parlait des 2-3 semaines des grands tours, justement, où tu es loin de tes proches, loin de chez toi. Toi, tu as fait quand même pas mal d'équipes. Là, avec la Groupama FDJ United, il y a une bonne osmose. Il faut forcément qu'il y ait une bonne entente avec tous tes coéquipiers. C'est qui, toi, tes petits, forcément. Comme tes je potes, disais, tes potes du peloton, non, mais de l'équipe. Ouais, de l'équipe, mais déjà comme je disais, le vélo c'est un sport très difficile, et plus de la moitié de l'année, je suis pas chez moi. Ça c'est très très difficile, et il faut que ma compagne accepte aussi. Ça c'est des sacrifices, beaucoup de sacrifices, et c'est ce qui permet de durer aussi. C'est ça aussi, parce qu'il y a tellement de risques à l'entraînement, en course, de chute. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre, et ça c'est clair que c'est compliqué. Et après bon, j'ai des coéquipiers. Voilà, j'ai fait pas mal d'équipes. J'ai des coéquipiers. Vous connaissez déjà, même si t'es arrivé. On se connaît tous parce qu'on a fait des sélections en équipe de France, des choses comme ça. Je connaissais 80%. Les jeunes, je les connaissais pas trop. J'ai appris à les découvrir. Et après dans le peloton, évidemment mes anciens amis, tout ça que je connais, que je côtoie, et on se salue tout le temps parce que voilà, ça reste forcément ces amitiés. Mais ouais. Puis vous avez de la chance quand même d'évoluer, et de vous croiser très souvent. En fait. Ouais, on se croise très souvent parce que souvent c'est les mêmes hôtels, les mêmes courses. Du coup, c'est vrai qu'on se croise très souvent, et puis généralement en stage, en Espagne, tout le monde va un peu au même endroit, donc c'est vrai qu'on boit un café ensemble souvent, mais bon, on se perd de vue aussi au fur et à mesure parce qu'on change d'équipe, on change de vie, et ça c'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est la vie, quoi. Et c'est pas trop dur d'être loin de chez soi Si, c'est très dur. En plus, moi, je suis auvergnat, bon auvergnat, j'aime ma région, j'aime mon pays, ma région. C'est une qualité. Oui, c'est une qualité, je pense. Et je suis vachement attaché à ici, donc c'est vrai que ça manque. C'est la plus belle région du monde. Pour moi, oui. Exactement. Pour le vélo, en plus, c'est extraordinaire la région qu'on a. Je vais pas vanter les mérites, mais c'est une des régions, un des endroits pourtant j'en ai fait. Hein. C'est un des endroits les plus jolis pour moi. Donc. Puis il y a tous les terrains. Et puis il y a tout, il y a du plat. On va dire à l'office de tourisme de Clermont. Non mais c'est vrai, c'est exceptionnel. C'est ce qu'avait dit Christian Prudhomme. Hein. C'est vrai. Je lui avais dit, vous gâtez l'Auvergne. Il dit, c'est pas plutôt l'Auvergne qui nous gâtait. Ah oui, c'est pour ça qu'ils reviennent tout le temps. Dans le Cantal, on a des paysages magnifiques. C'est dur, mais c'est beau. Il y a des vaches, des prés, des montagnes. C'est exceptionnel. Exactement. Ouais. Une petite dernière question personnelle. Est-ce que ta compagne, par exemple, quand t'es pas en forme, quand ça va pas, quand t'es loin, est-ce qu'elle t'apporte du secours, elle t'apporte de la force, elle t'apporte de la vitamine, comme on dit? Oui, mais ça c'est indispensable pour moi. Je n'aurais jamais pu en arriver là déjà depuis 2016. Donc ça fait 10 ans maintenant. Donc forcément,
Depuis le début de ta carrière pro, finalement. Depuis le début de ma carrière pro, ouais. On s'est connus un petit peu avant, et au final, elle m'a suivi échelon par échelon, et elle m'a toujours accompagné. Il y a eu des moments super difficiles, il y a eu des chutes. C'est ton physio, en fait, c'est ton physio. Non, mais c'est vrai. C'est un préparateur mental, diététicien, cuisinier, masseur. Donc, non, mais c'est... Elle a dit que tu pouvais prendre un Mars glacé de temps en temps. Ouais, elle est pâtissière un peu, donc elle fait des bons gâteaux aussi. Ouais, mais c'est pour ça aussi, c'est pour ça que t'es influencé. C'est pour ça. Okay. Mais il y a une citation importante, derrière un grand homme, il y a toujours une femme solide, importante. Ça, c'est bien vrai, oui. Bon, c'est terminé pour cette émission. Rémi Cavagna, je te remercie du fond du cœur vraiment d'être venu. Merci beaucoup, Rémi. C'est vraiment super sympa. Ouais, merci Antoine, merci Maxime. Alors n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en replay, en podcast sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur Spotify aussi, sur Insta et sur LinkedIn. À bientôt, amis sportifs, sur le Goss FM. Au revoir. Avec un S à sport. Le Goss FM.